Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une règle toute simple qui date du 19e siècle, mais qui, on va le voir, est hyper pertinente pour comprendre comment on dépense notre argent aujourd'hui. C'est une question qu'on s'est tous posée un jour, non? Quand on gagne un peu plus d'argent, où est-ce qu'il va, concrètement? Comment est-ce que nos priorités changent? Eh bien, la réponse n'est pas si évidente et, en fait, elle en dit long sur notre société. Alors pour comprendre ça, il faut remonter un peu dans le temps. On part au 19e siècle à la rencontre d'un statisticien prussien, Ernst Engel. C'est lui qui, en étudiant le budget des familles de son époque, a découvert un truc fondamental, un principe économique qui est toujours valable aujourd'hui. Et voilà le cœur de sa découverte, la fameuse loi d'Ange. Alors qu'est-ce qu'elle dit? En gros, c'est très simple. Plus le revenu d'un ménage augmente, plus la part de son budget consacré à la nourriture diminue. Attention, dit bien la part, le pourcentage. Ça peut paraître bizarre au début, mais en fait, c'est super logique. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas juste une vieille observation d'historien, hein. Non, non. C'est un phénomène absolument universel. Ça se vérifie partout dans le monde et à toutes les époques. Que ce soit dans l'Europe du 19e siècle ou dans les économies émergentes actuelles, le principe reste le même. Ok, alors attention, c'est là qu'il y a une nuance super importante à saisir. Ça ne veut pas dire qu'on dépense moins d'argent en nourriture en valeur absolue. Au contraire, souvent quand on gagne plus, on achète de meilleurs produits, on se fait plaisir, donc le montant en euros, lui, peut augmenter. Mais, et c'est ça toute la clé de la loi d'Engel, ce montant représente une part, un pourcentage de plus en plus petit du budget total. Pour que ce soit bien clair, regardons un exemple. Voilà à quoi peut ressembler le budget d'un ménage avec de faibles revenus. On le voit tout de suite, l'alimentation, c'est le poste de dépense numéro 1, et de loin. Ça peut manger jusqu'à la moitié du budget, c'est énorme. Forcément, il ne reste plus grand-chose pour le reste. Et maintenant, on passe à un budget de ménage à revenus élevés. Et là, le contraste est saisissant. Regardez, la part de l'alimentation a complètement chuté. On est passé de 50% à peut-être 15%. Et du coup, ça libère une marge de manœuvre financière énorme. De l'argent qui va pouvoir aller ailleurs, notamment dans les loisirs et la culture, qui devient un poste super important. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est mais où va cet argent qui n'est plus dépensé pour la nourriture? Parce que, soyons logiques, nos besoins alimentaires, ils ont une limite. On ne peut pas tripler la quantité de nourriture qu'on mange. Une fois que ce besoin de base est satisfait, eh bien, ça ouvre la porte à de toutes nouvelles envies, de toutes nouvelles dépenses. Et c'est là que les économistes nous aident un peu avec leurs catégories. En gros, ils classent les biens. Quand le revenu grimpe, la part des biens dits nécessaires, comme la nourriture de base ou l'électricité, eh bien, elle diminue. Pareil pour les biens inférieurs, les produits bas de gamme qu'on va remplacer par mieux. Et tout cet argent, il est réinjecté où? Vers les biens supérieurs ou de luxe. Et ces fameux biens supérieurs, qu'est-ce que c'est dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est tout ce qui rend la vie plus agréable en fait. Ce sont les activités de loisirs, comme les vacances ou le sport, ce sont les sorties, le cinéma, les concerts, les restos bien sûr, mais aussi tout ce qui est technologie, le dernier téléphone, un meilleur équipement, et même les services à la personne, comme le bien-être. Bref, tout ce qui dépasse la simple survie pour aller vers l'épanouissement. Et vraiment, si on devait retenir une catégorie qui explose littéralement quand les revenus augmentent, ce sont les loisirs. C'est peut-être le marqueur le plus net. Ce poste de dépense, qui est parfois presque à zéro dans un budget serré, peut devenir l'un des plus gros pour les ménages plus aisés. C'est vraiment le symbole de ce passage d'un budget de contrainte à un budget de choix. Et pour les autres grands postes de dépenses, comment ça se passe? C'est un peu plus subtil. Prenons le logement. Souvent, la part du budget ne bouge pas énormément. Par contre, la qualité du logement, elle, change radicalement. On cherche plus grand, un meilleur quartier, plus de confort. C'est exactement la même logique pour le transport. On passe de la nécessité à la qualité. Et puis, évidemment, un point crucial, la capacité à mettre de côté, à épargner pour l'avenir, elle augmente en flèche. Et c'est là que tout ça devient encore plus intéressant. Parce que cette loi d'Engel, elle ne concerne pas que le budget d'une seule famille. En fait, c'est un outil hyper puissant pour mesurer le niveau de développement économique d'un pays tout entier. Rien qu'en regardant la part moyenne que les habitants consacrent à la nourriture, on a une très bonne idée de la prospérité du pays. Au final, c'est vraiment ça l'idée centrale. Ce passage d'une structure de budget qui est centrée sur la survie à une structure qui est tournée vers l'amélioration de la qualité de vie. C'est l'un des indicateurs les plus forts, les plus parlants du développement économique et social. Alors, pour conclure, cette vieille loi du 19e siècle nous pousse à une réflexion très actuelle. Si on regarde nos dépenses collectives aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit nos priorités en tant que société? Quel avenir est-ce qu'on est en train de dessiner? C'est une question passionnante et la loi d'Engel nous donne une clé de lecture pour y réfléchir. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.